à tous et bienvenue sur ma chaîne Allo Famille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo va parler tout simplement de la prématurité. Donc je vous ai déjà fait deux premières vidéos. La première où je vous expliquais la définition et les causes les plus probables de la prématurité. La deuxième c'était mon accouchement et ma grossesse à risque. Donc j'ai accouché comme je vous le disais à 27 semaines plus 5 jours de grossesse. Donc ce qui fait à peu près 6 mois et demi. Et aujourd'hui, donc je vais vous raconter la suite tout simplement. Donc on s'était arrêté donc, à mon accouchement en césarienne. J'étais passée en salle de réveil. Donc là je vais pouvoir vous expliquer donc, ce qui s'est passé pour moi. Donc quand on accouche comme ça assez tôt, qu'est-ce qui se passe pour la maman. Et aussi l'arrivée de Luca, donc mon fils, en service de réanimation néonatale. Tout au long de la vidéo, je vais vous insérer quelques petites photos ici. Parce que c'est vrai qu'on en a pris plusieurs quand même. Parce que tout simplement, même si c'était un moment difficile de notre vie, on voulait garder des souvenirs pour montrer à notre fils plus tard. Donc j'en ai pris pas mal, je vous les insérerai juste ici à gauche tout au long de la vidéo. Donc tout simplement, j'ai accouché par césarienne, donc il était 22h48. Donc comme je vous ai dit, Luca est parti tout de suite avec Johan en couveuse. Donc Johan, mon conjoint, qui est monté tout de suite en réanimation néonatale avec les pédiatres. Moi je suis passée en salle de réveil parce que j'étais complètement encore shootée et ailleurs. Donc Johan est redescendu assez rapidement me voir, donc tout de suite je lui ai demandé la première question comment il allait. Donc tout de suite il a été rassurant avec moi, donc en me disant que ça allait, que les pédiatres étaient quand même rassurés de voir son état actuel. Donc pour moi j'avais pas plus d'infos que ça, mais déjà de savoir que les médecins ils étaient confiants, j'étais assez contente. Et suite à ça, donc moi on m'a passé en chambre de suite de couche tout à fait normale. Donc en fait, moi je pensais que j'allais pas être avec toutes les autres mamans qui venaient d'accoucher normalement. Ben si en fait, hein, on est dans une chambre où il y a un lit pour bébé, où il y a une table allongée, le grand lavabo, vous savez, pour ce que j'ai connu pour ma fille il y a 5 ans, c'était exactement la même chose. Et je pense que ça, c'est déjà un coup dur, en fait, quand on vient d'accoucher et qu'on n'a pas notre bébé avec nous parce qu'il a besoin de soins spécifiques et qu'il a besoin d'être en couveuse et qu'il est beaucoup trop petit, tout simplement, hein, pour être avec nous dans la chambre. C'est assez dur parce que j'ai vécu ça, j'entendais les mamans à côté, les bébés pleurer la nuit et toi t'as pas ton enfant à côté de toi. Donc ça c'était un des premiers coups durs après mon accouchement, c'est de se dire ouais je suis toute seule, j'ai pas de bébé. Donc j'ai demandé tout de suite au médecin, donc il devait être une fois que je suis rentrée dans la chambre, donc je suis accouchée à 22h48, je crois que j'ai été dans ma chambre vers 1h du matin, donc c'est 2 heures en salle de réveil. Suite à la césarienne, donc je suis passée dans ma chambre et j'ai demandé si je pouvais monter voir mon fils. On m'a répondu que non, tout simplement parce que c'était trop tôt par rapport à ma cicatrice, ma césarienne. C'est vrai que je sentais strictement rien, hein. J'avais encore beaucoup d'anesthésie. Je me rappelle que le brancardier, ils ont dû me soulever à deux pour pouvoir me passer en fait du brancard au lit dans la chambre. Donc c'est vrai que je me voyais mal quand même m'asseoir sur une chaise roulante, être poussée. Donc je venais juste d'avoir une opération. Les médecins m'ont dit que c'était pas sérieux. De me bouger tout de suite. Donc j'ai attendu le lendemain, tout simplement. J'ai attendu patiemment le lendemain matin. Et le lendemain matin, en me réveillant, donc les médecins sont passés. Ils m'ont expliqué que ce que je vous expliquais par rapport à mon récit d'accouchement, hein, si vous ne l'avez pas vu, je vous envoie à ma deuxième vidéo de la prématurité, sinon c'est vrai que vous n'allez pas trop bien comprendre. J'ai eu un hématome rétroplacentaire, donc j'ai fait une micro-hémorragie tout simplement avant d'accoucher. Donc il y avait des surveillances particulières, donc beaucoup de prises de sang. Et aussi surtout une surveillance au niveau d'en bas, parce que comme je vous ai dit, j'ai perdu du sang tout au long de ma grossesse et donc ça allait continuer tout simplement parce que même quand on accouche un accouchement classique, on perd du sang après l'accouchement. Donc moi, il fallait surveiller pendant 5 jours au minimum si le sang que je perdais, il n'y avait pas trop de cailloux tout simplement. Et ça commençait mal parce que le premier jour, j'avais énormément de cailloux dans ce que je perdais. Donc il fallait vraiment que je sois surveillée plusieurs fois par jour par les infirmières qui passaient et les médecins. Donc ils m'ont quand même donné l'autorisation parce que je voulais vraiment voir mon fils, que je l'avais vu à peine 3 secondes quand il est sorti. Et ils l'ont emmené tout de suite et j'avais... C'est un sentiment quand on accouche comme ça assez tôt, qu'on n'est pas prête, comme je vous ai dit, psychologiquement j'étais pas prête d'accoucher. Pour moi c'était vraiment, on m'avait enlevé mon enfant, j'avais pas eu l'impression en fait d'accoucher.
Alors surtout que j'ai vécu un accouchement normal la première fois où j'ai poussé, où j'ai vraiment ressenti, on m'a mis Lina tout de suite sur moi en peau à peau. Là pour Lucas ça a été radicalement différent, hein, vous vous doutez bien. Ce qui est d'un côté normal, hein. Je comprends que la santé de mon fils était le plus important et qu'il avait besoin de soins tout de suite. Il avait été mis sous oxygène hein, tout de suite à la sortie, hein, parce que même s'il avait crié, ses poumons, rien n'était fini d'être développé normalement, donc il avait besoin d'aide. Donc il avait été mis sous oxygène, c'est tout ce que je savais. Et j'avais vu 2-3 photos que Johan m'avait pris quand il était monté en réanimation néonatale. Donc Johan m'a mis sur la chaise roulante, je suis enfin montée voir Loulou au 3e étage. Donc nous on était au premier, les suites de couches, et au 3e étage la réanimation néonatale. Donc je suis arrivée au service, donc déjà j'ai découvert plusieurs choses. Donc déjà il y a tout un protocole avant de rentrer dans le service de réanimation néonatale, que ça soit pour les parents ou pour les médecins, c'est pareil pour tout le monde. Donc vous rentrez, déjà vous avez un premier stage, donc déjà vous êtes obligé de sonner. Alors oui c'est vrai, ça par contre j'ai été sur plusieurs groupes de mamans de prématurés sur Facebook tout au long de l'hospitalisation de Lucas, et c'est vrai que ça fait polémique, hein. On doit sonner, on doit demander l'autorisation pour rentrer, pour voir notre enfant. Alors il y a beaucoup qui disaient que c'était pas normal, d'autres comme moi personnellement, c'est mon avis personnel, ça plaira pas à tout le monde, mais je trouve que c'est une sécurité quand même, que tout le monde n'ait pas accès au service, tout simplement parce que c'est une question d'hygiène et surtout une question de sécurité en fait. Quand vous sonnez, ils vous demandent tout simplement bonjour, service réanimation néonatale, et là vous dites moi à chaque fois que j'ai été c'était bonjour, je suis la maman de Lucas, et là il me laissait rentrer tout de suite sans problème, hein. En sachant que le service de réanimation néonatale, je pense que ça dépend des hôpitaux, mais moi en tout cas dans tous les groupes et les forums dans lesquels j'ai pu partager mon expérience et où les mamans ont partagé leur expérience avec moi, on s'est tous retrouvés à se dire qu'on avait le droit d'y aller 24h/24, on pouvait appeler 24h/24, donc même si à 3h du matin vous avez envie d'aller voir votre bébé, vous pouvez y aller sans problème. Donc vous passez ce premier sas là, donc où vous sonnez et vous dites vous êtes la maman de quel bébé. Ensuite vous avez donc un premier sas avec des casiers tout simplement pour poser vos affaires personnelles. Ensuite vous avez donc des blouses. Donc des blouses tout simplement, c'est pour mettre au-dessus de vos vêtements, c'est une question d'hygiène tout simplement parce que sur vos vêtements vous avez plein de microbes, vous avez plein de choses qui se passent dessus, qui ne peuvent pas être bons pour votre bébé. Donc on vous demande de mettre une blouse. Ensuite on vous demande de vous laver les mains avec un savon hydroalcoolique là. Donc on se lave les mains et il y a vraiment un protocole affiché, hein. Il ne faut pas juste se laver les mains comme ça, hein. C'est vraiment... il faut faire bien les paumes, les avant-bras, donc on vous demande de faire plein de choses. Donc ça après ça vient assez vite, hein. La première fois c'est vrai qu'on se dit waouh, faut retenir, mais avec le temps ça devient mécanique, hein, tout simplement. Donc on se lave les mains et ensuite on doit mettre un masque au niveau, donc jusqu'à là, au niveau du nez. Donc j'en ai un que j'ai gardé parce que que j'ai gardé pour une petite boîte souvenir à Lucas de la réanimation néonatale, tout ce que j'ai pu pendant son hospitalisation garder. Donc voilà, j'en ai un juste là, donc voilà, c'est ceci. Donc les masques de l'hôpital, donc vous avez juste en fait à pincer au niveau du nez et hop, vous le mettez en place au niveau, hop là, des oreilles, et là voilà, vous voyez, il n'y a rien qui passe. Donc ça c'est tout simplement pour éviter la transmission de microbes, même si vous êtes juste un petit peu enrhumé, si le nez coule ou si vous avez un début parce que des fois on est malade et ça vient pas tout de suite en fait les symptômes. Donc vous pouvez très bien avoir une angine, 2 jours auparavant vous ne sentez rien, et vous le donnez à votre enfant ou à un bébé, même classique, hein. Il faut toujours faire super attention, mais avec les prématurés ils sont encore plus fragiles qu'un bébé normal, donc ils font vraiment très attention à tout. Donc ça c'était obligatoire tout simplement en service de réanimation néonatale. Donc une fois que vous avez mis votre petite blouse, votre petit masque et vous êtes bien lavé les mains, vous lavez une dernière fois au gel hydroalcoolique, vous savez donc là-bas c'était en pompe, hein. Vous avez aussi des petites bouteilles, moi j'en ai plein à la maison. Donc vous lavez les mains et ensuite vous pouvez rentrer dans le service de réanimation néonatale. Et donc là vous arrivez et effectivement c'est incroyable parce que quand on ne connaît pas ce milieu-là, on ne se dit pas que c'est possible. Il y a beaucoup de bébés. Donc dans le service de Lucas, donc il y avait 19 places et le service était plein. Donc 19 prématurés, donc Lucas il était dans la chambre 4, donc il était dans une chambre individuelle. Vous avez des chambres individuelles, vous avez des chambres doubles, vous avez des grandes chambres où il y a 3 couveuses. Donc Lucas lui quand il est arrivé c'est une chambre individuelle, je pense que pour tous les bébés la plupart du temps qui arrivent à moins de 28 semaines de grossesse, donc c'est grands prématurés, ils vont dans une chambre tout seuls au début.
parce que les premiers jours, on le sait, sont les jours les plus compliqués, les plus critiques hein, pour un bébé préma. C'est vraiment ça qui va permettre au corps médical les quelques premiers jours de voir exactement ce qu'il en est. Est-ce qu'il va avoir des difficultés plus qu'un autre au niveau cardiaque, au niveau respiratoire, comment il se débrouille, au niveau de l'alimentation. Donc les premiers jours sont vraiment très importants. Donc les cas, je suis arrivée dans la chambre, donc la première chose que j'ai vue, c'est l'énorme couveuse et toutes les machines autour. C'est vrai que c'est impressionnant au début. Vous entendez des bip bip de partout, vous vous dites qu'est-ce que c'est. Donc c'est vrai qu'on est assez perdu, mais très vite. Franchement, on reconnaît les bruits, on sait à quoi ça sert. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que malheureusement, je me suis rendu compte que c'était pas partout pareil. Moi, j'ai accouché à l'intercommunal de Créteil, comme je vous ai dit dans la deuxième vidéo, donc l'intercommunal de Créteil avec un service de niveau 3, donc réanimation néonatale. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que presque tous, tout le corps médical était au top. C'est vraiment, j'ai eu, que ce soit les médecins, les pédiatres, les aides-soignantes, les infirmières, franchement, elles ont été au top. Donc moi, je suis arrivée tout de suite, l'infirmière a vu que, elle a vu que j'étais pas là la veille, donc elle est venue me voir, elle m'a expliqué que mon bébé allait bien, qu'il se débrouillait bien, que c'était un grand préma, qu'il fallait faire très attention, mais que les médecins de nouveau étaient confiants. Donc ça m'a rassurée, même si on me l'avait déjà dit, en bas mon conjoint me l'avait dit, ça m'a rassurée que vraiment je voyais quelqu'un du corps médical me le dire tout simplement, il me rassurait et me dire que mon fils pour le moment son état n'était pas inquiétant pour les médecins. Donc j'ai découvert la couveuse hein, que je connaissais pas du tout, donc une couveuse, hein, je vais vous mettre une petite photo ici, c'est comme un grand lit mais fermé tout simplement. Donc vous avez un premier socle en bas et vous avez un socle en haut qui se monte pour les soins et qui se redescend tout simplement, parce que ça sert à ce que votre bébé reste au chaud tout simplement, parce qu'à l'intérieur de votre ventre, il fait que l'eau est à une température assez importante, et pour pas que les bébés soient perdus, on les met dans une couveuse qui... Désolée, j'ai dû couper parce que j'ai dû aller m'occuper de mon loulou. Donc je vous le disais, vous avez une couveuse en fait dans la chambre de votre bébé qui se monte et qui descend tout simplement pour les soins, mais on ne l'ouvre pas tout de suite parce que quand ils viennent de naître, ils sont encore plus fragiles dans les premiers jours. Comme je vous ai dit, les prématurés sont assez fragiles, donc vous avez des petites lunettes en fait tout simplement des deux côtés au niveau d'en bas pour ouvrir et passer votre main, ce qui permet à la chaleur de ne pas trop sortir, et il ne faut pas laisser non plus l'hublot ouvert pendant 3 heures hein. Il faut passer votre main un petit peu, refermer pour que en fait au niveau au-dessus de la couveuse, vous avez la température ambiante, et vous avez aussi la température du corps de votre bébé, parce qu'il y a plusieurs choses en fait tout simplement au niveau de votre bébé, ce que je vous ai expliqué. Donc vous avez déjà au niveau de la respiration, vous avez plusieurs choses qui peuvent être mises à votre enfant par rapport à son stade de prématurité. Donc vous avez soit le masque tout simplement qui va vraiment envoyer le maximum d'oxygène, soit les petites lunettes, donc vous avez déjà ça. Ensuite vous avez une sonde gastrique, donc pour l'alimentation tout simplement, qui va jusqu'à l'estomac et qui est reliée donc à une machine qui donne du lait à votre enfant en fait tout simplement, et qui va directement dans l'estomac hein. Et à ce stade-là, vous vous rendez bien compte que les bébés peuvent pas s'alimenter ou n'ont pas la force de téter hein. Donc tout simplement on les alimente grâce à cette sonde gastrique. Ensuite vous avez les 3 patchs au niveau de son torse, donc vous avez 3 petits patchs parce que vous avez une machine qui est reliée à ces patchs qui sont sur le torse. Donc vous avez la première qui donne le rythme cardiaque de l'enfant, vous avez le taux d'oxygène dans le sang, et la troisième c'était quoi? Vous avez donc le rythme cardiaque, le taux d'oxygène dans le sang, et la troisième je crois que c'était pour contrôler les bradycardies ou les désaturations de l'enfant. Qu'est-ce que c'est bradycardie ou les désaturations? Moi je vous en parle en tant que maman, pas en tant que médecin. Allez voir sur internet ou demander à un corps médical autour de vous de vous expliquer vraiment ce que c'est en profondeur. Moi ce que je sais c'est que tout simplement les enfants qui sont nés beaucoup trop tôt comme Lucas ne sont pas matures au niveau de la respiration et donc font des bradycardies. C'est tout simplement le rythme cardiaque qui ralentit un peu trop, et donc la machine se met à sonner. Donc au début je sais ça peut être stressant, mais après on s'habitue assez vite, et ce qui va aider votre enfant à en faire moins, c'est tout simplement le temps.
plus le temps va passer, plus ses poumons vont être plus matures tout simplement, et donc il fera moins de bradycardie, ou nous on appelle ça les petites bêtises, hein, ils appelaient ça comme ça les petites infirmières. Dès que la machine se mettait à sonner, elles arrivaient, elles disaient bah alors, qu'est-ce que tu nous fais comme petite bêtise Lucas ou quoi, mais ça peut être rien du tout, hein. Ça peut être le bébé qui s'endort et qui dort trop profondément et qui du coup la respiration baisse. Alors ça baisse pas totalement, hein, vous inquiétez pas, mais ça baisse assez. Il y a un seuil tout simplement sur la machine par rapport en fait à la prématurité de votre bébé. Ils vont rentrer à l'intérieur par l'ordinateur, ils vont rentrer vous avez un écran tout simplement où il y a marqué à côté donc des petites montagnes du rythme cardiaque, il y a 2 chiffres. Vous avez le premier chiffre où votre bébé peut être au plus haut, donc c'est le mieux. Plus il sera proche de ce chiffre, mieux ça sera. Et le plus bas. S'il descend en dessous de ce chiffre-là, la machine se met à sonner tout simplement pour prévenir les médecins et les infirmières que votre enfant a un petit peu de mal et que du coup ça enregistre dans l'ordinateur. Et ça permet aux médecins tout au long de la journée de voir comment votre bébé se débrouille au niveau respiratoire. Donc vous avez ces 3 petits patchs. Vous avez aussi au niveau du pied ou de la main, ça dépend. Ils mettent, vous savez, comme une petite... ça pareil, c'est pour le rythme, c'est pour le pouls, ça prend le pouls en fait de votre bébé et le rythme cardiaque. Donc ça permet aussi à la machine de pouvoir voir quand votre bébé fait des petites bêtises, comme je viens de vous expliquer. Et vous avez aussi, je vous ai dit ça, qu'est-ce que je vous ai dit au niveau des machines? Je pense que c'est tout, je pense que j'ai rien oublié, c'est déjà beaucoup, hein. Mais c'est que de la surveillance tout simplement. Et plus il y a de la surveillance, mieux c'est, hein, pour nos enfants. Au début, ça nous fait paniquer tout ça, mais au contraire, après c'est plus sécurisant pour nous. On se dit que nos bébés sont bien surveillés et que s'il se passe quoi que ce soit, en sachant que tout ce que vous voyez sur l'écran, en salle de repos ou en salle d'infirmière, ils voient exactement la même chose. Ça veut dire qu'ils ont un grand écran, les infirmières m'avaient expliqué, même si elles sont pas, vous vous dites, dis donc, il n'y a personne dans la chambre quand j'arrive, non, vous inquiétez pas, c'est tout simplement qu'elles, elles ont l'écran dans leur salle de repos ou dans les salles d'infirmière, et en plus de ça, j'ai trouvé ça top, ça veut dire que si votre bébé fait une bradycardie pendant qu'il n'y a personne dans la pièce et que l'infirmière qui s'occupe de lui est dans la chambre d'un autre bébé, et ça sonne sur l'écran de la chambre de l'autre bébé en fait. Ils sont tous reliés, c'est vraiment bien fait. Franchement, j'ai trouvé ça top. Après, donc au niveau de la surveillance, vous avez ça. Et vous avez aussi les pédiatres qui passent tous les matins faire un point tout simplement. Ils font une réunion sur chaque bébé pour faire un point de l'évolution ou des complications qu'ils peuvent avoir sur chaque bébé, tout simplement. Et ensuite, ils parlent entre eux, ils voient ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre comme traitement. Donc en réanimation néonatale, c'est vraiment la surveillance très très proche. Vous avez 3 services en fait pour les prématurés. Donc vous avez le premier qui est le service de la réanimation néonatale. Ensuite vous avez les soins intensifs, donc votre bébé va passer en soins intensifs. Et ensuite vous avez néonat. Donc néonat, c'est le service de néonat, c'est là où il y a les bébés juste avant de rentrer à la maison en fait. Tout simplement, c'est le dernier service. Après ça dépend, hein. Si vous accouchez, je veux dire une bêtise, à 34 ou 35 semaines de grossesse, je sais pas, 3 semaines avant ou peut-être 5 semaines avant terme, vous n'allez peut-être pas aller en réanimation néonatale. Si votre bébé respire bien, il va peut-être aller juste en soins intensifs ou juste directement en néonat, tout simplement, sous surveillance quelques semaines avant de rentrer à la maison, hein. Ça dépend vraiment du stade de la prématurité. Moi, Lucas, c'était un grand préma. À partir du moment où c'était un grand préma, la plupart du temps, on passe par la case réanimation néonatale, même si c'est pour une journée ou 2, ils vont en service de réanimation néonatale. Donc moi, Lucas, il a fait beaucoup plus de temps que ça. Donc la prochaine vidéo que je vous ferai, je vous expliquerai le parcours total, en fait, tout ce qui s'est passé par rapport à Lucas, parce que malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de chance. Lucas, il est resté 3 mois et demi hospitalisé, parce qu'il a eu des grosses complications. Il a eu une grosse complication qui a été très dure pour nous, parce que ça allait très bien. Jusqu'à qu'il ait eu une infection en fait tout simplement. Donc je vous en parlerai plus profondément dans la prochaine vidéo. Et c'est ce qui a rallongé tout simplement son hospitalisation, hein. C'est pas de chance comme nous ont dit les médecins, mais malheureusement on a dû passer par là. Aujourd'hui tout va bien, il est à la maison, mais à ce moment là on se dit c'est long quoi. Moi quand j'en parle aux mamans, j'ai parlé avec beaucoup de mamans au service dans la salle de repos pour nous, parce qu'on avait aussi une salle. Donc vous avez donc la chambre vous avez toutes les chambres des bébés, vous avez la salle de repos pour les infirmières, et vous avez une salle aussi de repos pour les parents. Ça s'appelle le salon des parents,
où vous aviez un petit canapé, vous aviez une table pour manger, micro-ondes, frigo, vaisselle. Franchement, ce service était top parce qu'il y avait tout pour les mamans. Vous n'aviez pas de chambre par contre. Ça, là, encore une fois, ça dépend des hôpitaux. Parce qu'en parlant sur des mamans dans des forums, il y en a qui me disaient qu'en service de réanimation, elles pouvaient dormir sur place. Donc nous, en service de réa, il n'y avait pas de chambre. En soins intensifs, il n'y avait pas de chambre non plus. Et en service de néonat, oui, vous avez, vous savez, vous avez la chambre du bébé et juste derrière, il y a une petite cloison avec juste un canapé qui se déplie pour la maman. Et vous avez une salle de bain commune pour toutes les mamans qui restaient dormir avec leur bébé tout simplement. Donc moi au début j'ai pas pu rester et ce qui va m'amener à la suite, donc c'est le départ, le retour à la maison. Ça malheureusement je pense que toutes les mamans de préma qui vont regarder cette vidéo vont savoir que c'est un des moments les plus durs. Ça veut dire que les 5 jours où je suis restée hospitalisée ça allait parce que je savais qu'il y avait mon bébé juste au-dessus. Même si je l'avais pas avec moi je pouvais y aller quand je voulais. Je passais très... Comme je vous ai dit, je passais presque mon temps en haut parce que je voulais en profiter à fond. Même les médecins m'engueulaient un peu, ils appelaient carrément le service pour dire où est madame, nanan, il faut qu'elle descende pour faire des examens. Je me faisais engueuler parce que je passais ma journée en haut, mais bon, moi je m'en foutais. Hein, ce qu'ils disaient, moi ce que je voulais c'est rester avec mon enfant, ils étaient contents ou pas. Voilà, je sais que maintenant que j'y repense, non, c'est pas bien parce que quand on est en suite de couche, on est quand même surtout moi qui ai eu une grossesse compliquée. J'ai eu un hématome, j'ai fait une hémorragie, j'ai eu une césarienne, donc cicatrice. Donc je devais être quand même surveillée assez. Je devais être quand même surveillée un peu plus que pour un accouchement normal par voie basse. Mais bon, ça s'est bien passé jusqu'au 5e jour où j'ai dû rentrer à la maison. D'un côté, j'étais partagée parce que j'avais ma fille qui m'attendait à la maison. Hein. J'ai quand même Lina qui avait 4 ans, qui m'attendait à la maison, j'avais été hospitalisée 10 jours avant, en grossesse à risque, même si elle était venue me voir au service, c'est pas pareil, elle voulait vraiment que maman rentre à la maison, elle savait que j'avais accouché, elle était venue me voir dans ma chambre en bas, même si elle n'avait pas pu voir son frère, elle avait compris, on lui avait expliqué qu'il était né trop tôt, que pour le moment elle pouvait pas le voir. Donc dans la prochaine vidéo, je pense que je vais vous faire ça, je vais vous faire le parcours de Luca et aussi qu'est-ce qui est organisé au niveau de la fratrie, parce qu'ils appellent ça comme ça dans le service médical. Donc au niveau des frères et sœurs pour qu'ils puissent voir tout simplement leurs frères et leurs petites sœurs qui sont en service, comment ça se passe, c'est vachement encadré, hein, y a un protocole à respecter. Donc ça je vous expliquerai ça aussi dans la prochaine vidéo. Donc pour finir, je suis rentrée à la maison, hein, je vous explique pas dans l'état où j'étais. J'avais l'impression tout simplement d'abandonner mon bébé, je culpabilisais de l'avoir laissé là-bas. Même si les infirmières avaient été super rassurantes, vous pouvez appeler 24 heures sur 24, vous pouvez venir quand vous voulez, même si je veux y aller à 3 heures du matin, je pouvais y aller. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et maintenant, quand j'y repense, si vous êtes une maman et que vous êtes dans le même cas que j'ai été, ne culpabilisez pas. C'est pas vous l'abandonnez pas. S'il doit être là-bas, c'est pour son bien. C'est qu'il en a besoin. Et il a besoin d'être encadré, d'être surveillé comme ça. Et c'est pour son bien et sa santé. Et vous aussi, il faut prendre des forces pour la suite. Parce que quand on a un préma, le chemin est long. Pas aussi long que le mien, je vous rassure, hein, tous les bébés restent pas 3 mois et demi hospitalisés, ou ça peut être aussi plus long. Hein, je vais pas me plaindre, je sais qu'il existe pire que ce qui s'est passé pour Luca malheureusement, mais ça peut être aussi beaucoup plus court. Et la plupart du temps, c'est pas aussi long, heureusement, quand il n'y a pas de complications derrière et que c'est juste un prématuré qui est né un peu trop tôt et qu'il faut le temps que tout mature et que après vous pouvez rentrer à la maison avec votre bébé. Bon voilà, c'est assez simple, mais il ne faut pas culpabiliser. Il faut vous dire qu'il faut prendre des forces parce que ça va être très long. Et il faut aussi vous passer du temps avec votre famille, vous changer aussi, parce que rester dans un hôpital tout le temps, pour le moral, ça joue aussi, quoi. Donc je vous conseille de ne pas culpabiliser, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Je vous le dis maintenant, mais moi, dans l'état où j'étais, quand j'ai dû partir, c'était une catastrophe. Mes amis, ma famille pouvaient me dire tout ce qu'ils voulaient. Pour moi, c'était... Voilà, j'avais pas mon bébé avec moi, il était loin de moi, voilà, c'était assez dur, surtout que j'avais mes repères. Donc pendant les 5 jours d'hospitalisation, j'avais pris l'habitude de monter, de regarder ces petits soins tous les matins, parce qu'encore une fois, j'ai pas voulu faire les soins les premiers jours, j'ai vraiment voulu observer, parce que déjà votre bébé est tout petit, tout fragile, vous avez peur de faire mal, donc moi j'ai préféré vraiment observer au début, voir comment faisaient les infirmières, pour pouvoir après faire les bons gestes. Et ensuite, je le mettais en pot à pot, comme je vous ai dit, plusieurs heures par jour, quoi, parce que c'est vraiment bien pour votre bébé. Encore une fois, si vous pouvez, faites du pot à pot au maximum, franchement, que ça soit pour le lien, parce que moi j'avais besoin de retrouver ce lien-là que j'avais pas eu à l'accouchement avec mon bébé, j'avais besoin
d'avoir ce lien avec mon enfant, parce que quand vous accouchez déjà par une césarienne tout à fait normalement, vous n'avez pas ce lien, mais alors un préma où vous n'attendez pas du tout d'accoucher à 6 mois et demi de grossesse, voilà, j'avais vraiment besoin de me retrouver avec mon bébé, donc le pot à pot m'a aidé et a aidé aussi beaucoup mon fils au niveau de la respiration, parce que tout simplement ils se calent sur votre respiration et surtout ça les apaise, parce que quand ils sont dans votre ventre, ils entendent votre cœur battre pendant des mois et des mois, bah, quand vous les mettez en pot à pot, ils ont l'impression tout simplement d'être de nouveau dans votre ventre, et donc ça les rassure tout simplement. Donc moi les 5 premiers jours ça a été ça. Le service de néonat, donc je pense que je vous ai tout dit. La chambre, donc il est resté, donc les 5 premiers jours il est resté en chambre individuelle. Ensuite il est passé dans une chambre avec 3 couveuses, donc une plus grosse chambre. C'était la chambre 5. Il y avait 3 bébés, donc Luca et 2 autres bébés. Donc elle était très très grande cette chambre. Et pareil, donc vous avez le plan de travail pour chaque bébé, vous avez la chaise pour chaque maman, vous aviez la couveuse, chaque machine, donc les mêmes machines sont pour tous les bébés. Et ça reste toujours dans le service de réanimation néonatale, hein. Le soin intensif c'est bien après que Luca est passé, donc ça je vous expliquerai plus en détail dans la prochaine vidéo, mais pour le service de néonat, voilà, moi j'ai eu beaucoup de chance, encore une fois, j'ai parlé avec des mamans où ça n'a pas été le cas et je trouve ça décevant parce que quand vous arrivez comme ça et qu'il se passe quelque chose comme ça dans votre vie, vous n'êtes pas prêt psychologiquement et que vous avez l'impression que tout est en train de s'abattre sur vous et que vous savez pas si votre bébé va bien aller, même si les médecins vous disent ça va aller, vous avez toujours cette peur là, c'est logique. Moi, Luca faisait 900 grammes à la naissance, donc c'est tout petit. On se dit qu'est-ce qui va se passer par la suite quoi. Donc après, bon, je vous dirais que la prématurité, le problème c'est le yo-yo, c'est ça le plus dur je pense. C'est vraiment, ça peut être super bien un jour et pas bien le lendemain, super bien et remonter. Moi je sais qu'à chaque fois que j'arrivais, la première chose que je faisais, je prenais l'écran et je regardais combien de bradycardie il avait fait la journée, est-ce qu'il avait des désaturations, quand j'ai appelé à minuit à l'hôpital et que j'avais son infirmière, je lui disais alors qu'est-ce qu'il a fait cet après-midi. Bah ça va, il a bien dormi, il a fait quelques petites bradies, mais vous allez voir que plus le temps passe, plus les semaines passent, plus votre bébé va se débrouiller bien tout seul, tout simplement. Il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps. Faut pas oublier que c'est des tout petits bébés qui sont sortis beaucoup plus tôt, que rien n'est fini encore une fois. Donc au niveau digestif, au niveau respiratoire, rien n'est fini. Donc faut pas oublier ça. Et au niveau, pour finir, de l'alimentation, parce que là c'est quand même assez important, dans le service de réanimation néonatale, les premiers jours, votre bébé va avoir du lait maternel, tout simplement. Ça ne va pas être le vôtre, ça va être un don de lait maternel, parce que tout simplement, ils n'ont pas la force de téter au sein. Donc même si vous avez du lait, vous allez tirer votre lait et il va être mis en laboratoire pour être analysé, tout simplement, pour voir s'il n'y a pas de bactéries ou quoi que ce soit. Donc les premiers jours, votre bébé va avoir un lait maternel, c'est un don que l'hôpital reçoit. Parce que pourquoi? Parce que les bébés préma ont besoin de tout ce qui est le plus fortifiant et pour leur donner le plus d'énergie possible. Donc c'était vraiment le meilleur lait qu'ils pouvaient avoir, c'est le lait maternel. Donc ça c'est des banques, hein, des banques de lait hein, qui sont envoyées dans les hôpitaux. Et la sonde gastrique que je vous expliquais tout à l'heure est reliée tout simplement à ceci. Donc, je vais vous montrer qui fait partie de la boîte que j'ai faite à Luca. Donc voilà, c'est ceci. Donc c'est comme en fait on dirait une grosse piqûre. Et en fait vous avez, vous voyez, les millilitres ici. Donc moi, Luca au début, il n'avait pas grand chose, hein. Quand ils naissent, il leur donne petit peu par petit peu pour voir comment le bébé réagit tout simplement. Et vous avez chaque lait est préparé pour chaque enfant. Donc là je vais cacher le nom parce qu'il y a le nom de famille de mon fils. Hop, donc voilà, vous aviez donc le nom de famille, Luca. Et né le 11 janvier 2018. Et donc il avait 22 ml de lactarium plus 4% de Fortema. Ne me demandez pas ce que c'est un mélange de lait. Et vous voyez, 6 février 2018. Donc, et chaque jour, il avait sa pipette. Donc ils appellent ça la pharmacie dans le service médical. Donc ils allaient à la pharmacie chercher le lait. C'est pas une vraie pharmacie, hein, ils appelaient ça comme ça parce que après, vous pouvez appeler ça aussi biberonnerie. Voilà, c'est là où c'est du personnel qui prépare toute la journée le lait pour chaque enfant. Parce que chaque enfant peut avoir un lait spécial d'un enfant à un autre, ils peuvent avoir des besoins différents. Donc lui, Luca, voilà, il avait ça. Et donc là, vous ouvrez tout simplement, vous voyez, ils ouvraient ceci, hop, ils vissaient donc le tuyau. Donc le tuyau était très très long, hein, parce que le bébé peut être dans plusieurs positions. Et ensuite le lait, donc vous aviez une machine qui pousse, donc ça c'était pas au bout, hein, là c'est parce que c'était fini. Donc c'était ici, et la machine pousse au fur et à mesure le lait pour pas que ça aille trop vite, parce que bien sûr les bébés, faut pas,
c'est pas décevant, hein, on les gaffe pas, faut que ça aille doucement au niveau de l'estomac, que ça coule tout doucement pour les gêner le moins possible au niveau digestif. Donc voilà, et ça descendait le lait petit à petit. Donc moi, Lucas, c'était sur 1h30 au début. Donc sur 1h30, je vais vous dire 20 ml quoi. C'est vraiment très peu, donc c'était petit peu par petit peu au début. Et plus le temps passait, plus le lait augmentait tout simplement. Il n'est pas resté sur un lait maternel, hein. Après, ils ont un lait spécial Préma, je sais pas comment ça s'appelle, hein. C'est un lait à l'hôpital, donc c'était un lait spécial prématuré. Et par la suite, par rapport à ce que je vous expliquerai par rapport à son parcours, il a encore un lait spécial parce qu'au niveau digestif, Lucas, ça a été très compliqué. Au début, non, mais par la suite, après, oui. Donc vous avez ça. Donc ça, c'est au niveau de la sonde gastrique. Votre bébé, à chaque fois, ils vont le mettre donc à chaque heure. Donc après, ça dépend de chaque bébé, mais moi, c'était toutes les 4 heures pour Lucas. Toutes les 4 heures, il avait son petit, voilà, sa petite pipette de lait qui arrivait, il le mettait sur la machine et il mangeait à chaque fois. Donc je savais, à chaque fois je lui demandais s'il avait bien mangé, s'il n'avait pas trop régurgité, pareil, hein. C'est pour ça qu'ils mettent petit à petit pour éviter que ça remonte tout simplement. Après au niveau de l'installation des bébés, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est que les bébés dans la couveuse ils sont couconnés. Tous les prémas, donc c'est pour éviter, ils sont tout petits, donc on va essayer de les rassurer. Donc tout simplement il y a un cocon qui est fait au niveau de l'hôpital. J'essaierai de vous mettre une photo encore une fois ici. Si je retrouve moi, il a toujours un cocon dans son lit actuellement à la maison parce qu'il est habitué à ça. Il a besoin d'être rassuré comme dès la naissance. Donc au début ils sont sur le ventre, hein. Moi Lucas il a été sur le ventre pendant pas mal de temps à l'hôpital. Tout simplement parce que c'est la meilleure position pour la respiration au début. Alors ouais, effectivement, on nous dit nous à la maison de ne pas les mettre sur le ventre, mais à l'hôpital oui, à la maison surtout pas. Mais à l'hôpital, au début, ils sont que sur le ventre. Donc moi, mon infirmière m'avait dit que c'était le mieux pour que les bébés n'aient pas de mal à respirer. Donc par rapport à ça, et donc ils étaient couconnés dans une couveuse tout à fait normale. Donc je pense que je vous ai tout dit par rapport à l'installation de Lucas en néonate. Pareil si vous avez envie, parce que au début, quand on accouche comme ça, on n'a rien préparé. Des bodys, ça sert à rien, très clairement, parce qu'il était tellement petit que même les préma. Après j'y étais, hein, j'ai été chercher dans toutes les boutiques, et franchement la boutique pour acheter des vêtements de prématurés, c'est Kiabi. Kiabi, ça a été mes meilleurs amis pendant des mois et des mois. Ils font du 0, 0, 0. C'est du triple 0, c'est les plus petites tailles qui existent. Tiens, j'ai le premier body. J'ai le premier body de Lucas que j'ai gardé, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Et encore, hein, ce body-là, il l'a mis mi-février et il est né le 11 janvier. Donc pour vous dire, hein, il a pu le mettre que mi-février parce qu'au début, il reste que en couche, les bébés. Donc voilà. Premier body de Lucas, donc Kiabi, hein, ce que je vous disais. Et celui-là, c'est 0, 0, 0. Donc vous voyez, 2,5 kg, 43-47 cm. Voilà. Et c'était, je vous dis, hein, je lui ai mis, c'était grand. Mais c'était très très grand. Ça veut dire qu'il nageait dedans. Mais j'étais tellement contente, je vais vous mettre la photo là, je suis sûre que je l'ai. Je l'ai pris et je l'ai envoyé à mon mari tout de suite. C'était, je me rappelle, dans l'après-midi. Elle m'a dit, on va lui mettre son premier body. J'étais toute contente. Donc moi j'avais déjà tout préparé, je m'étais éclatée à acheter plein de... Donc celui-là, vous voyez, c'est un bleu à rayures. Et ils y sont encore, hein, chez Kiabi. Ça c'est une collection qui reste. J'étais super contente de pouvoir lui mettre, de l'habiller, quoi. Encore une fois, le rôle de maman revient à ce moment-là. Donc on peut habiller notre bébé et j'ai voulu garder son premier body parce que pour moi c'était important. Donc ils sont en couche et ils ont aussi un petit chapeau au niveau de la tête, hein, comme les bébés qui naissent normalement. Il faut pas qu'ils aient froid à la tête, donc ils ont un petit chapeau. Donc au début les prémas, bien sûr, les petits chapeaux normaux achetés dans le commerce, c'est même pas la peine. C'est les infirmières qui le font. Avec un tissu assez élastique, qui font un petit nœud et ça, alors je vais vous montrer une petite photo ici, ça fait comme une petite chaussette en fait. Et donc il a eu ça pendant pas mal de temps et après j'ai pu, donc ça c'est chez Aubert, j'ai pas trouvé de petit bonnet Préma autre part que chez Aubert. C'est tout petit bonnet, voilà, comme ça, tout petit. Donc c'est taille 0 Préma. Donc chez Aubert, si vous en avez un à côté de la maison, allez voir. Et c'est la marque Petit Bisou, voilà, ils ont tout un rayon pour les prémas de chez Aubert. Ils n'ont pas non plus 10 000 choix, mais moi ça m'allait très bien. Donc après, dès que j'ai pu lui mettre le petit chapeau, je lui ai mis. C'était mieux que la petite chaussette, mais la petite chaussette faisait l'effet au début. Donc voilà, les petits chaussons aussi pareil que je lui ai mis en premier. Donc voilà, pour pas qu'il... Mais ça pareil, hein, j'ai pu lui mettre pas longtemps parce que, comme je vous ai dit, vous savez, je lui en mettais une sur deux en fait, parce qu'il y a un pied où il y avait
où il y avait le petit bracelet qui était relié à la machine pour le rythme cardiaque, donc on pouvait pas mettre quoi que ce soit pour éviter que la machine bug pour rien, quoi. Fallait vraiment qu'il y ait juste le pied. Donc je lui mettais ça et ça allait très bien. Donc voilà, bah écoutez, je pense que ça sera tout. La vidéo sera déjà assez longue. Je pense que je pense n'avoir rien oublié. Si vous avez d'autres questions, dites-les moi en commentaire pour l'installation de Luca en service de réanimation néonatale. Et comme je vous ai dit, la prochaine vidéo sera beaucoup plus détaillée. Je pense qu'elle sera beaucoup plus longue aussi parce que je vais devoir vous raconter exactement tout ce qui s'est passé du début à la fin pour Luca. Son passage en soins intensifs, quand il a arrêté d'avoir besoin d'oxygène tout simplement, aussi au niveau de l'alimentation, par la suite qu'est-ce qui s'est passé, il est passé aussi en soins néonat à partir d'un moment quand même, donc juste avant le retour à la maison. Son premier bain aussi, donc les soins que j'ai pu ensuite faire par moi-même tous les jours, et aussi tout simplement je vais vous raconter mon organisation de maman de prématuré tous les jours, donc en fait tout ce que je faisais tous les jours en allant à l'hôpital et en revenant à la maison. Je pense aussi que ça pourrait aider les mamans qui sont dans ce cas là maintenant, de trouver, il faut trouver son organisation tout simplement et vous dire que s'il est là-bas, c'est qu'il en a besoin. Ils ont besoin d'être là-bas, ils ont besoin d'être suivis. Et je sais que c'est pas facile parce qu'il y a des mamans qui peuvent pas y aller tous les jours. Il y a des mamans aussi qui habitent loin de l'hôpital. Renseignez-vous ce que vous avez le droit aussi, parce qu'il y a beaucoup de droits pour même s'il n'y en a pas autant qu'il faudrait, il y a beaucoup de droits par rapport aux prémas, aux mamans et aux papas de prématurés, les parents tout simplement de préma. Et je vais aussi vous donner, je vous la mettre en barre d'infos, c'est SOS Préma. Donc qu'est-ce que c'est SOS Préma? C'est une association pour les parents de prématurés. Ils ont un groupe sur Facebook. Et comment vous dire que grâce à eux, l'hospitalisation de Luca n'a pas été la même, tout simplement parce que sur ce groupe-là, il y a des milliers de parents de préma, des nouveaux comme des anciens, qui vous donnent des conseils, qui partagent avec vous tout simplement ce qui s'est passé par rapport à leur enfance si vous avez des questions. Et moi j'en ai eu beaucoup et j'ai à chaque fois posté sur ce groupe tout simplement. Vous demandez de rentrer dans le groupe, ils vous demandent pourquoi, donc vous envoyez un petit mot, pourquoi vous voulez faire partie de ce groupe-là. Et ensuite vous pouvez partager avec les parents ou aussi les personnes qui ont créé ce groupe-là, donc c'est une association, où vous pouvez aussi les appeler. Donc vous avez des psychologues, vous avez des aides-soignantes, vous avez plein de choses. Vous allez sur le groupe SOS Préma, regardez. Franchement, c'est vraiment une super association que moi j'ai découvert quand j'ai eu Luca et que je vous conseille si vous êtes dans le même cas que moi. J'ai trouvé plein de réponses à mes questions grâce à ce groupe-là, donc je vous le conseille. Donc je pense que je vais arrêter cette vidéo ici parce qu'elle va être déjà beaucoup très longue et avec le montage et toutes les photos que j'ai à vous mettre par là, ça va être très long. Écoutez, je vous souhaite une excellente semaine et je vous fais des gros bisous à tous. Ciao ciao.